tu as été mon plus grand regret, cracha mon père. Calmement, je ramassai mes affaires. Ne t'embête plus à nous appeler, avertit ma mère. Je répondis, ne vous embêtez pas à appeler la banque quand vous ne pourrez pas faire les paiements. C'est moi qui m'en occupais. Puis mon téléphone s'illumina. La voix de mon père se brisa alors qu'il hurlait. Il avait le visage rouge et tremblait. La veine de sa tempe pulsait comme si elle allait exploser. Il frappa la table si fort que les couverts sautèrent. Ma mère ne cligna même pas des yeux, se contentant de fixer son thé comme si elle n'entendait pas son mari exploser émotionnellement à la table du dîner familial. Ce n'était pas la première fois qu'il me criait dessus comme ça, mais ce serait la dernière. Je ne pleurais pas cette fois, non. Pas comme lorsque j'avais 11 ans et qu'il m'avait dit que j'avais ruiné sa chance d'avoir une vie meilleure. Ou quand j'avais 17 ans et qu'il m'avait dit que je ne serais jamais qu'un fardeau. Ou quand j'avais 20 ans et qu'il hurlait que je leur devais tout parce qu'ils ne m'avaient pas avorté quand ils en avaient eu l'occasion. Non, cette fois, je souris, juste un petit sourire ironique, presque amusé, parce que j'avais attendu ce moment, je l'avais planifié. Toutes ces années à être leur bouc émissaire, à me faire dire que j'étais un accident, un échec, un poids mort qui traînait leur vie, j'avais passé chaque seconde à construire silencieusement quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. J'avais économisé de l'argent de mes petits boulots au noir, pris des cours en ligne, travaillé la nuit en faisant semblant de dormir. Ils pensaient que je n'allais nulle part. Ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà parti. Cette nuit-là, quand mon père me cria ces derniers mots, je me levai simplement. Pas de dispute hurlante, pas de larmes. Je rangeai ma chaise calmement, pris ma veste et ne dis absolument rien. Ma mère, levant enfin les yeux de son thé, haussa un sourcil et dit, n'ose pas revenir en rampant. Tu sors par cette porte, ne reviens jamais. Je m'arrêtai à la porte, le téléphone déjà vibrant avec l'Uber que j'avais programmé 2 heures auparavant, et dit sans me retourner, génial, bonne chance pour payer l'hypothèque. Puis je sortis. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils étaient proches de la défaillance sans mon aide. Ils ne savaient pas que je couvrais secrètement la moitié des factures depuis près d'1 an. J'avais les virements bancaires pour le prouver, anonymes, silencieux, comme ils aimaient. J'avais protégé leur fierté et acheté leur silence. Mais plus maintenant. Dans l'allée, l'Uber s'arrêta. En montant, mon téléphone s'illumina. Pas un appel pas une dernière excuse larmoyante, juste un message simple et magnifique. Votre bail a été approuvé. Bienvenue à Raleigh. Je souris vraiment alors. Pas le sourire froid et amer que je leur avais donné. Celui-ci était différent. Celui-ci signifiait la liberté. Le trajet en voiture me sembla plus long qu'il ne l'était réellement, peut-être parce que je ne pouvais pas arrêter de rejouer le moment où je suis parti, l'expression du visage de mon père quand je n'ai pas bronché, le silence de ma mère, le silence aigu et creux qui avait toujours été leur arme préférée, mais cette fois ça n'a pas marché. Alors que l'Uber tournait dans mon ancien quartier, je regardais par la fenêtre toutes les rues où j'avais l'habitude de marcher la nuit quand j'avais besoin d'échapper aux cris à l'intérieur. Maintenant, elle semblait plus petite, fatiguée, comme un décor qui ne savait pas que la pièce était terminée. Le chauffeur ne parla pas et je fus reconnaissante du silence. Je vérifiai mon téléphone. Une série de messages avait commencé à arriver. Maman, incroyable. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Papa, tu agis comme une enfant. Sois mature et reviens. Maman, encore. Ne reviens jamais. Tu m'entends? Es-tu morte pour nous? Je ne répondis pas. Je ne lus même pas le reste. Je bloquai simplement les numéros un par un. Quand nous arrivâmes au motel, j'eus l'impression de m'être débarrassé d'une peau entière. L'endroit n'était pas luxueux, juste une escale d'une nuit sur le chemin de la sortie de l'État, mais la carte clé dans ma main me parut une médaille d'or. La chambre sentait le nettoyant bon marché et le linoléum, et j'adorais ça. Je posai mon sac à dos, juste un sac à dos avec tout ce que je possédais d'important: ordinateur portable, documents, chargeurs, vêtements. Toute ma vie y tenait parce que je l'avais mentalement emballé pendant des années. Un coup à la porte me fit sursauter. Je me figeai. Personne ne savait que j'étais là, mais quand je regardais par le Judas, ce n'était que le livreur de pizza. Je l'avais commandé dès que j'étais monté dans la voiture. C'était le premier vrai repas que je m'étais acheté. Sans culpabilité. En fait, peut-être le seul. Cette nuit-là, je mangeais des pepperonis gras au lit en regardant le mauvais signal de câble de l'hôtel et en écoutant le doux bourdonnement d'un téléphone qui ne sonnerait plus jamais, pas deux.
La confirmation du bail était arrivée plus tôt que prévu. Je l'avais signé en utilisant une boîte postale que j'avais établie des mois auparavant avec une fausse deuxième initiale, juste une autre couche d'isolement du passé. J'avais assez économisé pour payer 3 mois de loyer à l'avance, plus les dépôts. Le travail que j'avais décroché m'attendait à 2 états de distance, date de début dans 4 jours, support technique à distance, à temps plein, avantages inclus. J'avais tout construit derrière leur dos, chaque entretien mené à voix basse après minuit, chaque mise à jour de CV faite quand ils pensaient que je perdais mon temps en ligne. Ils disaient que j'étais paresseuse, que je n'avais pas d'ambition. Ils avaient tort et maintenant ils n'auraient pas l'occasion de réécrire le récit. Je me blottis sous la couverture raide du motel, la boîte à pizza encore ouverte, et pour la première fois de ma vie, je dormis avec la lumière éteinte et la porte fermée de l'intérieur et je rêvais de paix. Le soleil se levait à peine quand je quittais le motel. Je ne pris même pas la peine de me présenter à la réception. Je laissai simplement la carte clé dans la fente et continuai mon chemin. La gare routière était à 2 pâtés de maison et je voulais partir avant qu'il ne se réveille et ne réalise ce que bonne chance pour payer l'hypothèque signifiait vraiment. Parce que voici le truc. Ils n'avaient jamais réalisé qu'ils étaient en faillite, une vraie. Profondément en faillite. Ils avaient accumulé tant de dettes silencieuses au fil des ans, cartes de crédit, refinancement, prêts douteux de personnes dont ils pensaient que je ne savais rien, mais ils parvenaient toujours à rester juste au-dessus de l'eau. Vous savez comment ça a commencé petit à petit, quelques centaines de dollars ici et là, juste pour joindre les 2 bouts. Mon père disait, ou les médicaments de ta mère n'étaient pas couverts. La culpabilité venait toujours déguisée en demande. Finalement, cela s'est élevé à des milliers. J'avais couvert leurs factures d'électricité, leur assurance automobile, la moitié de l'hypothèque et ils ne l'ont jamais réalisé parce que je ne leur ai jamais permis de le faire. C'était mon erreur. Je pensais que si je continuais à apparaître, à colmater les brèches, ils commenceraient peut-être à me voir comme autre chose qu'une déception. Mais ils ne l'ont pas fait. Et quand j'ai réalisé qu'ils ne le feraient jamais, c'est là que j'ai commencé à me retirer silencieusement, stratégiquement. J'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une autre coopérative de crédit. J'ai restructuré mon travail indépendant pour que l'argent contourne le compte joint. J'ai même créé un email, un alias pour les candidatures, un qu'ils ne pouvaient pas tracer. Ils n'avaient aucune idée que je construisais une nouvelle vie à 3 états de distance, pendant qu'ils continuaient à me blâmer pour des choses qui s'étaient produites quand j'avais 12 ans. Le voyage en bus pour quitter la ville fut long, 8 heures, 2 correspondances, du mauvais café dans un restaurant d'air de service qui n'acceptait que les espèces. Mais à chaque kilomètre entre nous, l'air devenait plus léger, ma poitrine se sentait moins serrée. Je continuais à les imaginer se réveillant, faisant leur routine matinale, s'attendant à ce que tout fonctionne comme d'habitude, jusqu'à ce que les emails commencent, les paiements refusés, les avis de retard, la réalisation que je n'étais pas là pour boucher les trous. Et puis le coup de grâce. Ils appelleraient la banque et demanderaient pourquoi leur paiement hypothécaire avait échoué et la banque leur dirait que le prélèvement automatique avait été annulé, que le compte du cosignataire était fermé parce que je m'étais retiré. Il n'y avait plus de bouée de sauvetage invisible. Je m'en suis occupé avant de quitter la maison. Ils penseraient que c'était une petite vengeance, mais en réalité c'était une miséricorde, un dernier acte d'honnêteté après une vie entière à faire semblant que je n'étais pas celle qui maintenait tout ensemble. Tandis que le bus ronronnait sur l'autoroute, je regardais par la fenêtre et me permis enfin une pensée que je n'avais pas osé formuler à voix haute jusqu'à présent. Ils avaient besoin de moi, mais je n'ai jamais eu besoin d'eux. Je descendis du bus juste après le crépuscule. La ville était plus petite que celle où j'avais grandi, mais elle semblait plus grande dans tous les bons sens. Pas de fantômes ici, pas de souvenirs gravés dans le pavé, juste de l'air pur, des rues inconnues et le sentiment de possibilité. Le bureau de location de mon appartement avait laissé les clés dans un boîtier sécurisé, comme nous l'avions convenu. J'entrai le code, sortis l'enveloppe et tins une petite clé argentée dans ma main pendant un long moment avant d'ouvrir la porte. L'appartement était silencieux, non meublé. Le plancher grinçait encore comme s'il racontait des secrets, mais il était à moi. Je posai mon sac à dos par terre et me tins au milieu du salon vide, laissant le silence m'envahir. Pour la première fois, je n'avais pas à entendre des pas, des portes qui claquaient ou mon père arpentant le couloir, marmonnant entre ses dents à quel point j'étais un fardeau. Personne ici ne pensait que j'étais un fardeau, ce n'était que moi. Je me fis un lit avec mon sweatshirt et 2 pulls pliés. Cette nuit-là, je commandai de la nourriture chinoise à emporter avec l'argent que j'avais gardé dans mon portefeuille. Je mangeais assis par terre, appuyé contre le mur,
regardant les ombres du lampadaire ramper sur le plafond. Puis, mon téléphone s'illumina. Je faillis ne pas le vérifier, mais la curiosité l'emporta. C'était de ma mère. Ne reviens jamais. Sans signature, sans suivi, sans explication, juste ça. Je le regardai un instant, puis répondis, génial. Bonne chance pour payer l'hypothèque. Puis je bloquai son numéro sans drame, sans long paragraphe, sans fin émotionnelle, juste des faits, parce qu'elle ne méritait plus ma colère. Ils avaient tout eu gratuitement pendant des années, mon temps, mon énergie, mon soutien, et quand ça a finalement cessé, ils ont agi comme si je leur avais volé quelque chose. Ils ne savaient pas à quel point ils étaient près du bord. J'avais été leur parachute, maintenant ils étaient en chute libre. La notification suivante fut la confirmation du bail de la société de gestion, encore une fois, une deuxième copie de la signature numérique et le pack de bienvenue, comme si l'univers s'assurait que je comprenais que ce n'était pas un fantasme. J'étais là. Je posai le téléphone, me blottis dans mon lit de fortune et regardai le plafond à nouveau. Puis je réalisai, non pas comme un coup, mais comme la fin d'une longue respiration que je n'avais pas su que je retenais. J'étais libre. Effrayé, absolument, mais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Je n'avais pas mis de réveil, mais des années de tension avaient entraîné mon corps à se lever tôt, toujours en préparation de quelque chose. Mon père criant à propos d'une facture de service public, ma mère claquant les tiroirs de la cuisine en guise de protestation passive-agressive parce que je ne pliais pas le linge assez vite. Mais maintenant, seulement le silence. Je me suis assise lentement, absorbant l'écho de la pièce vide. C'était étrange, surréaliste. La quiétude n'était pas lourde, elle était légère, pleine d'espace et de possibilités. Même les planches du sol, grinçantes et nues, ne semblaient pas se soucier du poids de mes pas. Je n'avais pas de meubles ni de vaisselle, juste quelques vêtements de rechange, mon ordinateur portable et une cafetière d'occasion que j'avais achetée dans une station-service en chemin vers la ville. Mais j'avais la paix, et pour une fois, cela semblait suffisant. Ce matin-là, j'ai commencé mon nouveau travail, une intégration à distance pour une petite entreprise technologique. Rien de glamour, mais solide, stable, à temps plein, avec des avantages et des gens qui ne se souciaient pas de mon nom de famille, de mon passé ou si j'étais l'erreur qui avait tout gâché. Pendant une pause, j'ai vérifié mes emails. Je savais que je n'aurais pas dû, mais une partie de moi avait encore cette compulsion, celle qui vous dit de regarder à travers les stores, même quand vous savez que ce qui est dehors n'est pas bon. 17 messages non lus, tous de ma mère. L'objet disait tout. Tu es ridicule. Ne fais pas ça à ton père. Nous nous sommes occupés de toi et c'est comme ça que tu nous rembourses. Les factures s'accumulent. Tout ça est de ta faute. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai simplement regardé la liste, la preuve numérique de tout ce à quoi j'avais déjà échappé, et j'ai appuyé sur le bouton « Supprimer tout ». Mais le dernier a attiré mon attention. Objet. Tu étais censé nous sauver. Il n'y avait pas de fioritures, pas de manipulation enveloppée de culpabilité, juste la vérité brute de la façon dont il m'avait toujours vu, non pas comme une enfant, non pas comme une personne, mais comme une bouée de sauvetage, un plan B, un outil. J'ai cliqué dessus. Le message était court. Tu étais censé nous sauver. Tu nous dois ça. N'oublie pas d'où tu viens. Nous étions là quand personne d'autre ne l'était. Je suis resté avec pendant 1 minute. Puis j'ai répondu, vous étiez là, mais vous n'êtes jamais apparu et je ne vous dois rien pour avoir survécu à ce que vous m'avez fait subir. Puis j'ai bloqué son email, celui de mon père et celui de ma sœur. J'ai supprimé la discussion de groupe familial de mon téléphone et sauvegardé tous mes fichiers importants sur un lecteur cloud que j'ai payé moi-même. Je ne reviendrai pas, ni numériquement, ni physiquement, ni même émotionnellement. Les fantômes de cette maison essayaient de me suivre, mais je n'allais pas laisser de miettes de pain. Les premiers jours dans la nouvelle ville furent une étrange normalité que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque matin, je me réveillais dans mon lit de fortune, préparais du café dans ma cafetière d'occasion et me connectais au travail depuis mon ordinateur portable posé sur le sol. La routine était simple, mais elle était à moi. Mercredi, un petit colis arriva. Je n'avais rien commandé et pendant un instant, mon cœur s'emballa. Il m'avait retrouvé. Mais quand je l'ouvris, je trouvai un cadeau de bienvenue de ma nouvelle entreprise, une tasse à l'effigie de la marque, quelques stylos et un mot manuscrit de mon chef d'équipe. Bienvenue à bord.
J'ai hâte de te rencontrer lors de la prochaine visioconférence. C'était si petit, mais je suis restée assise, tenant cette tasse pendant près de 10 minutes. Quelqu'un avait pensé à moi, non pas à ce que je pouvais faire pour eux, mais à moi, comme une personne qui existait et qui comptait. Je fis une place spéciale pour cette tasse sur mon rebord de fenêtre. Jeudi soir, un autre numéro inconnu appela. Cette fois, c'était ma sœur. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis près d'1 an. Elle était partie à 16 ans, échappant à la toxicité à sa manière. Nous n'avions jamais été proches. Elle avait 7 ans de plus et avait ses propres traumatismes à gérer. Mais sa voix sonnait différemment maintenant, hésitante. Ils disent que c'est ta faute, commença-t-elle sans salutation. Que tu les as volés et laissés en plan? Je ne répondis pas immédiatement. Que dire? La vérité ou que j'avais été leur soutien financier, que je leur avais donné des milliers alors qu'ils me traitaient d'inutile. Tu es toujours là, demanda-t-elle quand le silence s'éternisa. Oui, dis-je. Je suis toujours là. C'est vrai, pressa-t-elle. Tu les as vraiment abandonnés comme ça? Je m'appuyais contre mon mur nu, le téléphone collé à mon oreille. J'ai arrêté de couvrir leurs factures. Si c'est ce que tu veux dire. Le silence de son côté fut comme un traitement. Tu couvrais leurs factures? Combien? La moitié de l'hypothèque, la plupart des services publics, l'assurance automobile, les quotes-parts médicales. Une autre longue pause. Mon Dieu, depuis quand? Des années, dis-je simplement. Depuis le lycée. De très petites choses au début, puis de plus en plus. Elle expira un long sifflement. Ils ont dit à tout le monde que tu les avais abandonnés sans avertissement, que tu étais ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour toi. Bien sûr qu'ils l'ont fait, dis-je. C'était leur narrative. Ça l'avait toujours été. J'étais la fille ingrate, le fardeau, l'erreur. Pourquoi appelles-tu, demandai-je finalement. Je ne sais pas, admit-elle. Je suppose que je voulais entendre ta version. Ils m'appellent tous les jours pour de l'argent, disant qu'ils vont perdre la maison. Papa parle de venir vivre avec moi s'ils sont expulsés. Maintenant, je comprenais. Elle n'appelait pas par inquiétude pour moi, elle appelait parce que leur problème était sur le point de devenir son problème. Je ne peux pas t'aider, dis-je calmement. J'en ai fini d'être leur solution. Je ne te demande pas de les aider, dit-elle rapidement. J'ai juste besoin de savoir si je devrais, s'ils le méritent. Cela me fit marquer une pause. Ma sœur, 7 ans après avoir coupé le contact quotidien avec eux, demandait si nos parents méritaient de l'aide, s'ils disaient la vérité. Qu'est-ce que tu en penses, demandai-je au lieu de répondre directement. Elle resta silencieuse un instant. Je pense qu'ils sont exactement ce qu'ils ont toujours été et je pense que tu en as finalement eu marre. Quelque chose en moi se relâcha avec ces mots. Pas de pardon, pas d'acceptation, mais de la reconnaissance. Quelqu'un d'autre pouvait le voir. Oui, dis-je. C'est à peu près ça. Où es-tu maintenant, demanda-t-elle. Quelque part de nouveau, répondis-je vaguement. Je n'étais pas prête à partager cela, même avec elle. Tu vas bien, il y avait une réelle inquiétude dans sa voix. J'y arrive, dis-je, et je le pensais. Nous ne parlâmes plus beaucoup après cela. Nous n'avions jamais eu le genre de relation où nous nous confions nos cœurs, trop d'années à être montés les unes contre les autres, trop de cicatrices de batailles différentes dans la même guerre. Mais avant de raccrocher, elle dit quelque chose qui me resta. Je suis parti aussi, tu sais, juste d'une manière différente. Mais je n'ai jamais eu le courage de les couper complètement. Ce n'était pas du courage, lui dis-je. C'était de la survie. Après avoir raccroché, je regardais mon téléphone longtemps. Puis j'ajoutais son numéro à mes contacts. Je ne le bloquais pas. C'était comme une petite porte laissée entr'ouverte vers un avenir possible. Le lendemain, un vendredi encore, marqua une semaine complète de liberté. Pour célébrer, je me suis offert un vrai lit, rien de luxueux, juste un matelas, une place arrivée dans une boîte, mais quand il s'est déployé dans mon salon vide, il m'a semblé monumental. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois de ma nouvelle vie. Plus de piles de vêtements improvisés, plus de mal de dos dû au sol dur. J'ai étiré mes bras et mes jambes, occupant tout l'espace que je voulais, et je suis tombé dans le sommeil le plus profond que j'ai eu depuis des années. Le week-end apporta d'autres petites victoires. J'ai trouvé un bureau et une chaise d'occasion dans une friperie.
J'ai accroché un rideau de douche avec un motif que j'avais choisi moi-même. J'ai acheté une plante, une petite succulente qui ne nécessitait pas beaucoup d'entretien, mais qui ajoutait quelque chose de vivant à l'espace. Dimanche soir, j'ai de nouveau vérifié mes emails. Cette fois, il y avait un message d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais l'objet le trahissait. Vos parents ont besoin de vous. En majuscule, comme s'il hurlait à travers l'écran. C'était le frère de mon père, mon oncle Joe. Nous nous étions parlé quelques fois au fil des ans, mais il avait toujours été du côté de mon père. L'email était court, accusateur. Tes parents sont sur le point d'être sans abri à cause de ton égoïsme. Ils t'ont élevé, t'ont vêtu, t'ont nourri. Comment oses-tu les abandonner maintenant? Le sang est plus épais que l'eau. La famille prend soin de ses membres. Je l'ai lu 2 fois, ne ressentant rien d'autre qu'une pitié distante. Ces gens n'avaient vraiment aucune idée. Ils n'avaient jamais vu ce qui se passait à huis clos. Ils n'avaient jamais entendu les tirades nocturnes de mon père sur la déception que j'étais. Ils n'avaient jamais été témoins du froid silence de ma mère qui pouvait durer des jours si je commettais une seule erreur. Je ne me suis pas dérangé de répondre. Au lieu de cela, j'ai également bloqué son email. Un par un, je coupais les encres qui m'avaient maintenu au fond si longtemps. Lundi matin, je me suis réveillé avec un email de mon patron. Excellente première semaine. L'équipe est impressionnée par la rapidité avec laquelle tu t'adaptes. Une chose si simple, mais je l'ai lu 4 fois. Éloge, reconnaissance, une confirmation que je n'étais pas ce qu'ils avaient toujours dit que j'étais. J'ai pris une capture d'écran et l'ai enregistrée dans un dossier sur mon bureau intitulé Une nouvelle vie. C'était une petite chose, mais j'ai senti qu'il était important de documenter ces moments pour me rappeler dans les jours plus difficiles que je construisais quelque chose de réel. Alors que je buvais mon café du matin dans ma tasse d'entreprise, je regardais mon appartement, encore presque vide, résonnant encore à chaque pas, mais changeant lentement. Un bureau dans le coin, un vrai lit contre le mur, une plante prenant le soleil sur le rebord de la fenêtre. Quand mon téléphone vibra avec un SMS d'un nouveau numéro inconnu, je ne pris même pas la peine de le vérifier. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai ma journée de travail. Le mur de silence que j'avais construit n'était pas parfait. Ils essayaient toujours de trouver des fissures, toujours à la recherche de moyens de me ramener dans leur orbite. Mais chaque jour qui passait, leur voix devenait plus faible, plus distante, comme des étoiles qui scintillent à l'aube. Et à leur place, de nouvelles voix apparurent, mon chef d'équipe louant mon travail, la caissière de l'épicerie me rappelant de la semaine dernière, le voisin qui acquiesçait dans le couloir. De petites connexions neutres, libres du poids de l'histoire et des attentes. Et dans ces échanges, il n'y avait que moi, pas une déception, pas un fardeau, pas une banque, juste une personne apprenant à exister sans excuse. Cet après-midi-là, après le travail, j'ai marché jusqu'à un parc voisin et me suis assise sur un banc, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs que je n'avais jamais eu le temps de remarquer auparavant. Un chien passa en courant, poursuivant un frisbee. Des enfants riaient sur les balançoires. Des scènes normales de vie normale. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes photos. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière photo que j'avais prise chez mes parents. Une photo accidentelle du sol de ma chambre pendant que je faisais secrètement mes bagages. Juste une image floue du tapis et du bord d'un sac, la dernière preuve photographique de mon ancienne vie. Puis je suis passé aux nouvelles, mon appartement vide le premier jour, la vue de ma fenêtre, mon nouveau bureau, ma plante. Ce n'était pas encore un album photo, mais c'était un début ou du néant à quelque chose, du silence à la paix, de la survie à la vie. J'ai rangé mon téléphone et regardé la dernière lumière s'estomper dans le ciel. Les étoiles seraient bientôt là, apparaissant une par une dans l'obscurité. De nouvelles constellations à apprendre, de nouveaux motifs à suivre. Et pour la première fois, je me suis senti vraiment enthousiaste à propos de demain, pas anxieuse, pas résignée, mais curieuse. Que allais-je construire ensuite? Que allais-je découvrir? Qui deviendrais-je sans leur voix dans ma tête? Je n'avais pas encore les réponses, mais maintenant j'avais du temps et de l'espace et la liberté de le découvrir. Et honnêtement, c'était plus que suffisant.